Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être parmi nous ce matin, connectés pour au deuxième webinaire de la Silver Week et du coup au deuxième jour de la Silver Week organisé par Silver Valley. On a un sujet ce matin sur lequel on a l'habitude de traiter, alors au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des sujets et des angles sur lesquels on l'aborde et on est ravi de réaborder ce matin avec trois intervenants de très haute qualité qui vont se présenter. Bah voilà, on voit ma photo à l'écran, qui vont se présenter dans quelques instants. J'aurai le plaisir donc d'animer ce webinaire. Juste un petit rappel des techniques. C'est plus confortable si tout le monde coupe son micro, évidemment, sauf les intervenants pour, euh, pour ces webinaires. Bon, voilà, allons donc, les retardataires nous rejoindront. Je vous propose qu'on commence dès maintenant et je laisse la parole à nos intervenants dans un premier tour de table pour qu'ils puissent avant tout se présenter ce qu'ils font, leur thèse d'investissement et, euh, et leurs intérêts, en tout cas éventuels, que je devine et que je sais pour la partie Silver Economy et bien vieillir. Bah, on n'a qu'à le prendre dans le sens de l'écran que je vous vois, Florence, si vous voulez commencer par Oui, bien sûr. nous présenter la Banque des Territoires et finalement l'action d'investissement de la Banque des Territoires et la direction dans laquelle vous évoluez. Oui, bonjour à chacun. Donc, ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, effectivement, Florence de la Ferrière, je travaille en tant que chargée d'investissement à impact social au sein de la Banque des Territoires. Alors, c'est assez vaste, hein, la Banque des Territoires. Moi, je suis au sein de la direction de l'investissement dans le département cohésion sociale et territoriale et plus précisément dans l'équipe Care Impact. Dont la thèse d'investissement est accompagner les entreprises qui ont des projets innovants dans le bien vieillir, le handicap, la petite enfance et l'habitat inclusif. Voilà, on a déployé 80 millions d'euros dans 39 participations. Donc, le ticket moyen est de 2 millions d'euros, mais on va de 500 000 euros à parfois des tickets qui peuvent descendre jusqu'à 300 000 euros, jusqu'à 10 millions d'euros selon Mais ouais, parce les qu'il besoins. avait pas tort, Frédéric Serrière. Pardon, il y a des Donc, micros qui... coupez les micros, désolé. Je vous en prie, Florence. Nous, on a à cœur de pouvoir accompagner vraiment les projets, pas seulement financièrement, mais vraiment d'avoir aussi un rôle dans la gouvernance, même si on est toujours actionnaire minoritaire et qu'on intervient toujours de façon pari passu avec un autre actionnaire. Ouais, c'est important pour nous parce que comme on est établissement public, il ne faut pas que notre investissement soit requalifié comme aide d'État. Et donc, la meilleure solution, c'est d'avoir un investisseur privé qui rentre aux mêmes conditions que nous et qui donc permet de justifier qu'on est bien rentré à des conditions de marché. Voilà. Et donc, nous, on est un investisseur qui recherche des projets qui soient à la fois innovants et à la fois qui ont déjà fait un premier POC, donc un proof of concept, qui ont déjà validé le modèle économique et qui cherchent à passer à l'échelle. Et que vous dire d'autre? Voilà, je pense qu'on a un peu fait le Sur tour. une structure qui soit déjà, enfin, on va dire un modèle d'affaires qui soit déjà rentable et que vous souhaitez finalement permettre d'accélérer. Alors, il faut que on est capable d'accompagner des structures qui ne sont pas Hmm, encore tout à fait à l'équilibre, hmm, mais néanmoins, effectivement, dans les projections à court ou moyen terme, hmm, le modèle permet d'atteindre la rentabilité. On n'est pas on est des investisseurs, on n'est pas philanthropes. Voilà, il faut que ce soit un modèle économique d'abord qui ait déjà fait une ou deux premières expériences et qui nous montre qu'effectivement hmm. c'est un projet qui a un intérêt, sur lequel il y a un marché, voilà, et qui effectivement à court terme, au moyen terme, atteint l'équilibre et peut être rentable. Et après, l'idée, comme notre nom l'indique, Banque des territoires, c'est de pouvoir le déployer à l'échelle du Hmm. territoire. Donc voilà, quelqu'un qui a déjà alors
prendre des exemples, par exemple, nous, dans la Silver Eco, on a investi dans des béguinages pour personnes âgées. Voilà, quelqu'un qui a déjà fait 4-5 béguinages, peut-être sur justement localement dans une région, et qui veut pouvoir proposer ce projet de façon plus large à l'ensemble du territoire. Le béguinage pour les personnes âgées. Ou alors, on a investi aussi chez Domani, donc c'est des solutions de colocation pour personnes âgées. Donc, ils se sont débrouillés au départ pas mal dans le sud-ouest, mais voilà leur idée. Donc, pareil, ils sont venus nous voir, ils avaient déjà le projet bien avancé et donc, on les a accompagnés pour pouvoir déployer à plus grande échelle sur le territoire. Désolé, j'ai une question qui me vient un peu en live justement là-dessus, mais par exemple, une entreprise voilà, qui fait déjà quelques millions de chiffre d'affaires, qui a une activité qui est déjà rentable et qui veut développer un nouveau service qui, pour le coup, lui, n'est pas encore rentable, n'est pas encore en phase d'accélération et qui a besoin d'investissement sur ce service en particulier, vous pouvez... Oui, ouais, on D'accord. peut accompagner. Alors, par contre, une entreprise implantée en France et qui souhaite se développer à l'international, nous, on n'est pas le bon interlocuteur. Nous, voilà, c'est vraiment la France, en fait. Voilà. Très bien, merci pour ce premier éclairage. Ah oui, Marie, il y a encore quelque chose que je n'ai pas dit. Effectivement, souvent, il faut qu'il y ait un minimum de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Sinon, c'est pareil. Il n'y a pas forcément besoin que la rentabilité soit déjà là, mais en tout cas qu'elle soit prévue, que le modèle le permette et qu'il y ait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires. S'il y a 800 000 euros et que voilà, on sait regarder aussi, mais voilà, quelqu'un qui arrive et qui a 0 de chiffre d'affaires, on ne sait pas faire, on n'est pas un fonds d'amorçage. et alors, du coup, j'ai une autre question qui me vient, mais là, vous avez dit qu'il y avait eu 39 participations. Le fonds, est-ce il y a des investissements qui pourront encore être faits sur ce fonds-là ou Alors oui, on va dire pardon, il on est n'est pas un closé? fonds fermé. En fait, Oui, d'accord. Ok. c'est des fonds de la Caisse des dépôts. Donc, c'est pas du tout un fonds fermé. Donc, il y a, voilà, il y a une enveloppe globale sur tout le département cohésion sociale et territoriale qui est budgété comme devant être investi dans l'année. Mais donc, il n'y a pas de date. Voilà, c'est pas un fonds fermé avec des dates, des échéances. Entendu. Merci Florence pour cette première présentation du spectre de votre direction Care Impact à la Banque des Territoires. Marie, je t'en prie, si tu veux continuer ce tour de table de présentation, de nous présenter Investir et Plus et éventuellement aussi ce que tu fais auprès de Mutuel Impact. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci Titouan. Moi, c'est Marie. Ça fait 7 ans que je travaille dans une structure d'investissement à impact généraliste qui s'appelle Investir et Plus. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'investir et d'accompagner des entrepreneurs qui ont décidé de créer leur projet, créer un projet entrepreneurial, format SAS, pour répondre à une grosse problématique sociale et environnementale. Donc on est sur tous les sujets. Donc on est évidemment sur des sujets de santé, médico-social, bien vieillir, silver economy, mais on investit aussi dans des projets autour de l'agriculture durable, l'alimentation plus saine, l'éducation, etc. Dans notre thèse impact, on a 2 piliers. Le premier, c'est la capacité de changement systémique de tous les projets qu'on accompagnerait. Donc ça veut dire la capacité à créer vraiment des bascules qui touchent tout le monde, dans leur secteur ou dans leur marché. Donc, des projets qui vont avoir vocation à garder des approches très locales, etc., avec des impacts qui peuvent être très profonds, mais sans forcément volonté d'essaimer massivement, vont pas forcément rentrer dans notre thèse. Et puis le deuxième pilier, c'est celui de l'accessibilité au plus grand nombre. Donc nous, on cherche vraiment à soutenir des projets qui proposent leurs services ou leurs produits de façon accessible à tous, et à commencer par les personnes les plus vulnérables, que ça soit d'un point de vue financier, culturel, social, géographique, etc. Parce qu'on pense que toutes les transitions ne peuvent se faire en entraînant tout le monde, et pas uniquement une élite de personnes déjà sensibilisées ou proactives sur des sujets à la fois écologiques et sociaux. Donc, une fois que ça s'est dit de façon un petit peu plus pratico-pratique, donc nous, on investit des tickets à partir de 250 000 euros jusqu'à 1,5 million sur un premier tour de table, avec la capacité de réinvestir aussi longtemps que ce serait nécessaire et utile. Comme la caisse, on est un fonds ouvert, donc on n'a pas de durée de vie limitée dans le temps.
Et ça, c'est possible parce qu'on a nous-mêmes levé notre argent uniquement auprès d'entrepreneurs qui ont investi de l'argent chez Investirait Plus, mais qui s'engagent aussi à investir du temps et sur le temps long pour nous aider à accompagner les projets. Donc, en fonction des besoins sectoriels, métiers, des participations, on va aller chercher dans notre réseau de plus de 80 actionnaires là où les bonnes personnes pour aider au mieux le projet dans sa phase de changement d'échelle. Donc, on investit aussi dans série A sur des projets qui ont déjà une belle traction commerciale et des preuves de l'usage et de l'impact de leurs solutions. On ne peut pas investir pré-commercialisation. Donc ça, c'est sur Investirait Plus. On fait ce métier-là depuis plus de 10 ans et puis on espère continuer à le faire encore pendant de nombreuses années. Et depuis 3 ans, moi, je participe aussi au déploiement du fonds Mutuel Impact, qui est un fonds qu'on a monté en partenariat avec Xange, qui est un fonds d'investissement plus classique en venture capital. Donc là, c'est un fonds qui est beaucoup plus institutionnel, puisque c'est un fonds de 96 millions d'euros qu'on a levé auprès d'une 60aine de mutuelles, donc complémentaires santé, mais aussi acteurs de la prévoyance et opérateurs d'établissements de santé et médico-social. Donc l'objectif du fonds, c'est vraiment d'investir, là pour le coup, uniquement dans des projets dans la santé et le médico-social, incluant évidemment tous les sujets autour du bien vieillir, de la silver. Là, les tickets d'investissement sont un peu plus importants. Ça commence à 500 000 euros et ça peut monter jusqu'à 3-4 millions d'euros. Donc, l'objectif du fonds, au-delà d'accompagner, comme le ferait n'importe quel fonds d'investissement à impact, c'est aussi de créer des synergies business entre les mutuelles souscriptrices. Donc, parmi elles, des acteurs comme Vive, Harmonie Mutuelle, Clésia, Malakoff, Aesio, Mutuelle de France, etc. Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris, la Mutuelle du Nickel. Voilà, des acteurs très variés. Donc, ces mutuelles souscriptrices et les entreprises du portefeuille. Donc, ça peut être via l'inclusion dans des contrats de garantie, ça peut être un partenariat de marketing, de co-marketing, de communication, ça peut être l'achat par les mutuelles souscriptrices, des solutions proposées par les startups dans le cadre de leurs activités qui peuvent être des activités de gestion d'établissement, EHPAD, centres hospitaliers, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on essaye de structurer à notre initiative. Et donc, sur les 2 structures d'investissement, on a investi notamment dans Alphonse, qui s'appelait, au moment où on a entré, les talents d'Alphonse. Donc, il était initialement une communauté, une marketplace pour mettre en relation des seniors actifs avec des plus jeunes pour proposer soit de la garde d'enfants, soit des cours particuliers, etc. Pour un complément de revenu pour les seniors et puis aussi un moyen de briser l'isolement. On est également investisseur chez Epoca, qui là pour le coup a une approche beaucoup plus médicale. Donc c'est une plateforme de télésurveillance renforcée par l'humain pour des personnes âgées polypathologiques. L'idée c'est de pouvoir permettre le maintien à domicile avec une solution qui soit à la fois sanitaire, médico-sociale et digitale. Et puis, on est également investisseur chez Colette, donc, qui a organisé toute une communauté de seniors. Là, pareil, c'est un peu les mêmes seniors que chez Alphonse, des jeunes seniors plutôt actifs, mais qui ont envie de faire partie d'une communauté. Donc, le premier service qu'ils proposent, c'est celui de la cohabitation intergénérationnelle, un senior qui accueille un plus jeune chez lui. Mais voilà, l'idée, c'est de proposer aussi des activités pour tous ces seniors culturelles, sportives, etc. Pareil, dans une optique de permettre à tous ces seniors de continuer à maintenir un niveau de vie sociale élevé pour repousser le plus longtemps possible le moment de la perte d'autonomie. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je souligne un point qui m'a toujours surpris dans le bon sens hein, dans la partie Mutuel Impact, c'est la capacité à aller faire autant de la tech, vraiment du hardware avec WinCare ou Wondercraft, et autant du service de proximité assez finalement conventionnel comme Destia, quoi. Ouais. Comment vous arrivez à gérer ça ça doit pas être Ben, facile de le gérer dans les modèles de risque. tout à fait. Et quelque part au contraire, parce que du coup, on a des risques qui sont très différents. Nous, finalement, notre première clé d'analyse, notre premier filtre, c'est pas le modèle économique ou la taille de marché, ça va vraiment être la capacité
du projet de répondre à la problématique sociale qu'on a en face. Et donc, en fait, quand on regarde les choses assez froidement, des modèles purement tech, SaaS, logiciels, etc., peuvent pas répondre à toutes les problématiques de façon pertinente. Et donc, c'est pour ça qu'on va aussi sur des approches plus sociales, plus humaines, avec beaucoup de services et ou sur du hardware. Donc, en fait, quand la clé d'entrée, c'est l'impact, ça nous amène forcément à soutenir ce type de projet. Après, on reste hyper exigeant sur le modèle et il faut qu'on ait des bonnes preuves de leur capacité à devenir rentable dans un horizon de temps pas trop lointain. Ça, c'est la première chose. Et puis finalement, c'est aussi un moyen pour nous de diversifier le risque parce que nous, on a des boîtes qui ont des modèles très différents. Voilà. Et puis, c'est important de le dire, que ce soit sur Investir et Plus ou sur Mutuel Impact, nous, ce qu'on a promis à nos investisseurs en termes de TRI est inférieur à ce qu'on peut retrouver dans les fonds de venture capital classiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on assume. Et on pense que pour pouvoir aller aussi sur des modèles un petit peu différents, pas uniquement logiciels qui scalent très bien, qui ont beaucoup de récurrence, etc. Il faut aussi que on répartisse la valeur un peu différemment. Et donc, on est sur des niveaux de TRI qui sont plutôt autour de 6% net pour nos investisseurs. D'accord, du coup, oui, vous faites pas que du SaaS B2B, quoi. Ouais, et les mutuelles en tout cas sur Mutuel Impact, les mutuelles nous ont vraiment confié la mission. Elles, avant tout, elles veulent pouvoir soutenir des projets qui ont du sens, quoi, et qui font de la prévention, etc. Et ça fait partie de leurs prérogatives. C'est un placement financier pour elles, elles s'en cachent pas, mais c'est aussi et surtout un moyen de soutenir des initiatives innovantes, mais très impact, très sociales. Non, mais c'est vrai que dans la plupart des instituts mutualistes, enfin, des groupes de prévoyance souscripteurs, il y en a en effet beaucoup qui sont aussi impliqués chez Silver Valley, que ce soit MH, enfin, Manacov Humanis, la Mutualité Générale, Aesio, Apicil, tout ça. C'est des personnes en effet qu'on retrouve aussi dans d'autres activités que l'investissement. Merci beaucoup Marie, pardon, pour cette première présentation. Je vais laisser Mine se présenter également. Mine, c'est expérimenté. Et toi, on va faire un petit peu un pas de côté parce que toi, tu fais du corporate venture as a service. Donc, je te laisse nous présenter qui tu es et ce que Bien tu sûr. fais. Donc, moi j'ai une expérience de 30 ans dans le venture. Je fais une cinquantaine de deals, tout type de stage, enfin de financement, de l'amorçage à la croissance. Et j'investis dans 3 I. Le premier I, c'est InsurTech. Donc, j'avais créé AXA Venture il y a à peu près 10 ans. Le deuxième I, c'est tout ce qui est Industrie Tech, donc tout ce qui est hardware, software, bon, domaine de la Silver Valley, évidemment, c'est compris. Et donc, ça, c'est plutôt de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et troisièmement, avec un fonds que j'ai créé avec des assureurs mutualistes, pareil, dans tout ce qui est impact social. Avec la capacité de mesurer l'impact. On a investi dans une boîte qui s'appelle Impact Track à Nantes, qui fait la mesure d'impact pour des mutuelles, des fondations, etc. Donc on utilise cet outil pour faire la mesure d'impact. Voilà ce que je peux dire sur ma partie. Et donc sur le thème convaincre les investisseurs, je ne sais pas si je peux vous dire toutes les choses à faire, mais en tout cas je peux vous dire toutes les choses à ne pas faire pour aller convaincre des investisseurs, etc. Donc je co-investis, j'ai un portefeuille aujourd'hui de 4-5 boîtes. Je co-investis avec une cinquantaine de gens qui sont intéressés par l'impact social, business angel, family. Et je fais partie aussi, un peu comme Impact VC et j'imagine la Banque du Territoire avec la Silver Alliance, un club d'investisseurs, puisque voilà, c'est un truc qui est assez logique. Je fais partie de la Silver Valley depuis 10 ans, je crois, et donc voilà, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Oui, c'est vrai que tu es particulièrement impliqué du coup, dans l'accompagnement des entrepreneurs et aussi le montage de deals auprès d'eux avec, c'est vrai, une Ouais. teinte un peu plus insurtech et c'est ça qui est Ouais, intéressant alors également. peut-être que la différence, donc je suis dans l'impact
mais je suis plutôt focalisé impact social, action sociale. Je fais l'equity, mais je fais aussi la dette privée. Voilà. Et troisièmement, parce que j'ai fait de la fintech, je fais pas que, je peux aussi faire tout ce qui est épargne tech. Enfin, donc j'étais membre de la commission épargne de la Silver Valley. Donc je suis pas forcément dans tout ce qui est santé, etc. Je peux faire aussi des solutions de financement, le crédit patrimonial, les prêts hypothécaires, etc., etc. J'ai été amené à discuter avec des boîtes dans ce domaine. Et t'as une visée un peu aussi internationale, Mine. Oui, alors en fait, au départ, le business avec AXA, c'est donc Corporate Venture as a Service. Donc en fait, on travaille seulement avec un corporate ou un type de corporate. Donc c'est un peu le modèle mutuel, mais il n'y avait qu'un corporate qui était dans ce thème-là. Donc c'est vrai que finalement, au passif, dans le fond, on travaille avec un ou deux ou trois LP et on essaie de limiter ça. On essaie de pas travailler avec beaucoup d'LP. Pour ceux qui n'ont pas compris comme moi, AP, c'est quoi? C'est un investisseur, pardon, c'est un limited partner. Donc le passif, c'est la partie investisseur du fonds et Hmm. l'actif, c'est la partie investissement. Donc Ok. pour quand on est gérant de fonds, donc on lève des fonds au passif, hein. Donc on discute avec des LP, limited partners, qui sont des investisseurs et qui sont souvent des institutionnels ou des gens qui sont avertis, donc qui peuvent mettre en France plus de 100 000 euros. Moi, pour ma part, je travaille pas dans le retail, donc c'est des gens qui mettent en dessous de 100 000 euros. Et bon, l'actif, bah, je vous laisserai pour en parler après. Merci beaucoup, Mine, et merci à tous les trois pour ce premier tour de table premier tour d'horizon de vos activités. Moi, mes questions, elles vont être assez simples là sur le temps qu'on a devant nous. On était sur le sujet avec qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand dans la gestion de sa relation avec les investisseurs. Au moment où on les sollicite pour la première fois, au moment où on est sur la partie due deal et après dans la gestion une fois qu'ils sont dans notre board. Ma première question elle est assez simple, mais qu'est-ce qui fait jeter à la poubelle un deck au premier coup d'œil? Je ne sais pas qui veut commencer. Florence, si vous voulez commencer cette question. Non, mais moi, je jette aucun deck à la poubelle. J'essaie toujours de. Enfin, si ça rentre dans la thèse et que le sujet, effectivement, correspond à notre thèse d'investissement et qu'on trouve qu'il y a un intérêt, même si le deck n'est pas parfait, voilà, je vais toujours m'intéresser et creuser. Maintenant, c'est vrai que ce qui est important dans un deck, moi, j'aime bien les boîtes qui font deux decks. Un premier deck hyper succinct où c'est clair, c'est précis et en 10 pages, on a une vision du projet, de l'impact, du modèle éco. On a quelques chiffres sur le track record, puisque comme je vous le disais, nous, on n'est pas de l'amorçage, et aussi quelques chiffres sur le business plan. Du coup, on se dit, ah bah oui, voilà, ça c'est super. Et après, dans un deuxième temps, bien évidemment, il faut creuser. Mais en fait, j'aime pas le gars qui m'envoie tout de suite un deck de 50 pages parce qu'en fait, soit j'ai pas le temps, soit j'y entends rien. Enfin voilà, c'est bien de le faire en 2 temps pour des néophytes par rapport à la solution qui présente clairement. Donc, être capable de prendre de faire un pas de recul et de dire bah, ma solution c'est ça et pourquoi elle est top et pourquoi ça va grossir. Enfin voilà. Et donc, moi, les decks que j'aime pas, c'est quand j'ai lu 50 pages d'un coup, j'aime pas. Et quand j'ai lu 10 ou 15 pages et j'ai rien compris à la solution et j'ai pas d'éléments chiffrés. Ça, j'aime pas. Voilà. C'est quoi un bon élément chiffré? C'est quoi un bon chiffre? Alors, du Ah coup, non, là, sur le track non, mais record. c'est même pas une analyse, mais c'est de dire, bah, il y a des chiffres, parce que parfois, moi, je reçois des decks, je dis, bah, c'est super, mais en fait, je sais même pas quel est le track record, quel est le chiffre d'affaires, les bidas, est-ce qu'ils sont rentables, pas rentables, et je sais même pas quel est le modèle éco, la Hmm. source de revenus, la source de coûts, enfin, voilà, j'ai des decks où j'ai pas de, on parle de combien, on parle de quelle envergure, on parle de quel besoin, de quel marché, voilà. Pas de chiffres, voilà. Donc, Vous voyez combien de decks j'ai pas par besoin an? d'avoir une analyse approfondie Hmm. de tous les ratios classiques. Non, c'est même pas ça que je demande, quoi. C'est vraiment une analyse de qu'est-ce que la boîte projette de Hmm. faire, quelle est l'ambition.
Merci beaucoup. Vous voyez combien de decks par an, environ plusieurs centaines, Ah plusieurs oui. milliers? Minimum, j'ai envie de dire, minimum 300. Et puis oui, Hmm. ça peut aller jusqu'à... Enfin, en tout cas, on en reçoit beaucoup. Est-ce qu'on a le temps d'analyser ou pas? Tout dépend un peu de, Hmm. de l'équipe, des différents projets qu'on a en cours, pas en cours. Mais oui, on voit plusieurs centaines de decks par an. Hmm. Marie, même question, hein, Ouais. Bah, qu'est-ce qui est bien dans un deck, qu'est-ce qui nous le fait écarter bien sûr, ouais. Bah, déjà, en effet, hein, enfin, très en phase avec ce qu'a dit Florence, je pense qu'on reçoit des centaines, voire des milliers de decks, et on est tous des petites équipes, hein, relativement dans ce métier-là. Donc, il faut considérer que l'investisseur, pour arbitrer ou non de est-ce qu'il va faire un premier rendez-vous avec vous ou pas, si vous lui envoyez le deck, il y passera peut-être au mieux quelques minutes, mais au mieux. Et donc, Hmm. il faut que tous les éléments importants y soient et que on n'ait pas à passer 60 slides pour comprendre ce que vous faites. Donc, en effet, il faut que le produit soit bien expliqué, première chose. Pas de deck marketing où on nous vend des paillettes, etc. Mais qu'en fait, au bout du compte, comme l'a dit Florence, on ne sait pas vraiment quel est le modèle économique de la boîte, il y a 0 chiffre, etc. Moi aussi, ce qui m'attriste souvent, c'est de voir des decks de projets qui revendiquent avoir voilà, une vision impact très forte, sollicitent uniquement des fonds impact, etc. Mais quand on ouvre le deck, il n'y ait aucune mention de ça, aucune mention aussi d'un début de preuve sur l'usage, sur l'impact, etc. Ça, c'est dommage. Donc, au même titre qu'on doit faire figurer le modèle économique, en tout cas, si on sollicite des fonds impact, c'est important de faire au moins mention de qu'est-ce qui est visé en termes d'impact. Hmm. Et ça peut être autoporteur, mais bon, voilà, c'est toujours bien de le mettre. Et puis peut-être après, moi, le dernier élément qui me refroidit souvent, c'est les decks ou dans les projections du business plan, on voit pour des boîtes qui font même pas 100 000 euros de chiffre d'affaires pour l'instant, des projections hautement irréalistes de, voilà, d'ici 3 ans, je vais faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Ça, on se dit, bon, quel est le niveau de réalisme de la personne, enfin de l'entrepreneur qui a écrit ce deck-là? C'est un peu inquiétant. Voilà. Et puis après, en seed, c'est moins vrai pour les séries, les grosses séries A, les séries B, les séries C, mais c'est bien que on sente que le deck a été fait par les entrepreneurs et Hmm. pas par un conseil, une banque d'affaires, ou voilà, parce qu'on pense que c'est un outil que l'entrepreneur doit être capable, en mesure de produire et que ça doit être le strict reflet de sa vision, de son ambition, et pas voilà, quelque chose qui a été marketé par quelqu'un d'autre que l'entrepreneur lui-même. C'est une question sur laquelle on recueillera l'avis de chacun d'entre vous sur finalement comment ça, enfin, est-ce que ça refroidit le fait d'avoir un leveur de fonds, enfin qui soit associé à la, à la, à la levée et donc est-ce que du coup ça traduit pas un manque aussi de connaissances internes, Marie? Bah ouais, en fait, je pense que tout dépend, mais sur des petites levées de fonds, évidemment en pré-seed, en seed, en fait, Hmm. quand quasi 100% de la valeur de la boîte est encore le dirigeant et sa vision, c'est dommage de faire intermédiaire ce type de tour de table. Et quand nous, notre interlocuteur principal n'est pas l'entrepreneur, mais la banque d'affaires, on se dit, bah, c'est dommage parce que nous, la personne avec qui il faut qu'on crée le relationnel, qu'on crée la relation d'accompagnement, qu'on connaisse bien et en qui on ait confiance, bah, ce sont les entrepreneurs, les cofondateurs. Hmm. Donc voilà, pour ces tours de table-là, je pense que c'est important d'y aller vraiment en direct. Et ensuite, sur les tours de table plus gros, où on se dit qu'il va y avoir plusieurs investisseurs professionnels autour de la table, qu'il y aura un peu de structuration, etc., ça peut être utile de se faire accompagner. Encore plus, par exemple, quand on est fondateur solo, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, c'est assez chronophage, hein, une levée de fonds. Et donc, tout le temps que le fondateur passe à lever ses fonds, potentiellement, il peut plus se concentrer sur son business. Donc là, Hmm. ça peut être utile de se faire accompagner sur des tours de table supérieurs, on va dire, à 5 millions d'euros. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas penser que c'est la banque d'affaires qui va faire le roadshow à sa place. Il faut vraiment s'impliquer et s'engager dans tout ce qui va être construction du deck, construction du business plan,
Et en fait, tout ce qu'attendent les fonds, c'est de rencontrer les fondateurs. Donc, les premiers rendez-vous, il faut y être, il faut être engagé dedans. Et il ne faut pas, quand il y a des questions, par exemple, sur le modèle économique, sur la taille de marché, ou même sur qu'est-ce que vous voulez faire des fonds levés, souvent, on a l'impression qu'à ce moment-là, il y a un petit tour de passe-passe où l'entrepreneur se tourne vers son leveur pour lui dire bah, réponds à ma place parce que on s'était réparti un peu les rôles comme ça. Nous, on attend que voilà, l'entrepreneur il ait vraiment l'ownership et qu'il maîtrise tous ces sujets. Par contre, ensuite, sur la phase de négo, de structuration du tour de table, etc., là, pour le coup, le lever peut jouer un gros rôle. Mais voilà, sur tous les enjeux plutôt business, et même la façon dont tu veux structurer ton tour de table, les fonds, les typologies de fonds avec lesquels tu veux lever, pour moi, je les inclus aussi dans les enjeux business. Voilà, c'est important que l'entrepreneur il montre qu'il est en maîtrise du sujet sans avoir le soutien de son lever. Une question encore pour toi, Marie, avant de recueillir également l'avis de Mine. Moi, il y a un truc, alors, Silverware, on en voit beaucoup aussi, on voit pas de deck, hein, forcément, enfin, en tout cas pas autant que vous, mais voilà, on est sollicité aussi dans des comités de soutien à différents programmes, et il y a un truc, moi, qui m'érisse les poils, c'est quand il y a des pages et des pages de logos partenaires sans qu'on comprenne c'est quoi la nature du partenariat. C'est une subvention d'un appel à projet à 5000 balles ou c'est un contrat de distribution? Est-ce que bah, la question, la réponse est évidente, mais ça peut être aussi vraiment bloquant, en tout cas. Enfin, c'est un truc qui retient ton attention particulièrement ou pas? C'est pas bloquant à mon sens, Mm. mais c'est vrai que ça n'apporte rien. Enfin, souvent, on a les Mm. slides, on a une slide avec écrit nos partenaires et puis une flopée de logos. Mais en effet, si on comprend pas ce qu'il y a derrière, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Moi, je me dis, quitte à utiliser une slide pour parler des partenariats un peu flamboyants ou dont on est fier, autant faire une slide où on détaille un peu un cas d'usage, un business case avec un partenaire qui peut être un beau nom, qui peut être prestigieux, où on comprend vraiment bah, c'est quoi la nature du partenariat, en quoi c'est chouette, quelle est la réplicabilité ou en tout cas la durée dans le temps de ce partenariat, qu'est-ce que ça apporte, etc. Plutôt que d'avoir plein de logos et en fait quand on gratte un peu et qu'on demande mais concrètement qu'est-ce que vous faites avec eux, on se rend compte que derrière il n'y a pas grand-chose. Donc moi je me Mm. dis si vous voulez passer une slide à montrer que vous avez des beaux partenariats, je trouve ça limite plus intéressant d'avoir une slide qui détaille un peu plus un partenariat un peu phare. Euh, Parce que voilà, en effet, la ribambelle de logo, pour moi, ça casse rien, mais ça n'apporte rien. Donc bon, ça Mm. sert à rien de faire des slides qui n'apportent rien. Moi, pardon, je me permets d'intervenir, j'ai déjà Ah, vu allez-y. des personnes avec qui on était en discussion. Alors oui, on avait eu plusieurs rendez-vous, etc. Et qui sur le deck rajoutaient, voilà, partenariat Banque des Territoires. J'ai dit, alors attendez, on n'a encore rien validé, on discute, c'est bien, mais on n'est pas encore partenaire, quoi. Donc ça pour le coup, c'est assez, enfin, on n'aime pas, Ouais. quoi. Parce qu'après, ils envoient le deck à d'autres. Si on n'a pas encore passé un comité d'investissement, non, c'est pas possible. Oui, oui, bon, ça c'est le classique. Mine, ton avis, ton avis, enfin plutôt tes recommandations sur Ouais, bien sûr. un bon deck, ce que tu aimes bien voir dans un deck et ce que tu n'aimes pas voir. Euh, Avant, pour compléter, quand tu cherches à lever des fonds, il faut, à mon sens, t'assurer que pour le stade où tu es et sur le projet que tu es, tu parles bien au bon fond. Donc souvent, les gens Mm. balancent des decks à tout le monde. Et donc, ce qui est important de comprendre dans un fonds, c'est que chaque fonds a un règlement. Donc, dans le règlement, il y a une thèse qui est définie et que si vous investissez en dehors de la thèse, c'est pas possible, sauf exception. Et donc, du coup, il faut bien comprendre la thèse du fond pour voir si c'est compatible. Donc, ça, c'est vraiment le b.a.-ba parce que, je sais pas, si tu es en série, en amorçage et tu discutes avec un fonds qui investit qu'en série B, ben, c'est off et c'est foutu, c'est un deal breaker. Ou alors, si tu fais, je sais pas, l'action sociale et tu investis dans un fonds qui investit dans tout ce qui est environnement, c'est aussi out. Et ça, souvent, les gens le font pas. Ensuite, en fonction du stade où tu es, tu discutes dans un point d'entrée. Donc, le point d'entrée, c'est soit avec quelqu'un du front office, mais il faut savoir que la personne du front office déjà, ne peut pas prendre la décision tout seul. Elle doit faire une note d'investissement pour convaincre son comité d'investissement. Et donc, du coup, il faut embarquer cette personne qui est le point d'entrée dans le produit ou le projet.
Et il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont très test sensibles liés au produit. Et d'autres qui sont très métriques sensibles et liés aux métriques, etc., etc. Et en fonction de la personnalité ou la thèse du fond, il faut aller d'un côté ou d'un autre. Donc ça, c'est mon deuxième point. Et sur le troisième point, je peux vous faire une référence, par exemple, à un modèle que j'utilise beaucoup, qui est le modèle de Bell-Manson, qui compose 4 dimensions dans un deck. Le marché, le produit, l'équipe et le business model. Et c'est souvent ces 4 points qui reviennent sans doute dans la compréhension d'un deck. Et en fonction de l'état où vous êtes, la pondération est différente. Donc si vous êtes en amorçage, ce qui est important pour l'investisseur, c'est de comprendre le produit ou le market fit. Et puis, plus vous avancez en série A ou A+, ou B, etc., plus c'est clair que c'est market fit. Et là, on rentre plutôt dans le business model. Il regarde pas le BP, mais les unique economics, ou alors la cost structure, ou alors les coûts d'acquisition, et on rentre plus dans le détail. Et donc, en fait, dans cette phase où vous êtes, ben, il y a différents points à creuser. Et donc, je pense que c'est une bonne référence pour avoir le B à bas. Voilà ce que je peux te dire sur un deck. Et, pardon, je vais tousser. Et donc là, toi, ce que je souligne aussi, c'est finalement, au-delà de la thèse qui, elle, est très structurée, il y a un intérêt j'ai pas envie de jouer sur la sensibilité humaine de son contact, mais en tout cas comprendre son intérêt, enfin, comme tu disais, son feeling particulier aussi sur Ben, un... c'est très facile à trouver, oui, Mm. parce que quand tu regardes un fonds X, c'est pas vraiment que le fonds que tu vas voir, mais tu dois aller convaincre un analyste ou une personne du front office, plus un partenaire. Et en fait, tu peux très bien savoir sa sensibilité en regardant son portefeuille. Tu regardes par exemple partenaire X, dans quoi il a investi. Tu peux quand même comprendre que sa thèse, c'est plutôt moins de faire du SaaS ou de faire du service, etc., Mm. etc. Tu sais que le partenaire, il travaille avec un analyste et donc l'analyste, voilà, il va être sensible à cette philosophie. Donc, tu peux commencer déjà à comprendre comment mieux paramétrer ton deck pour pouvoir convaincre XP. Bon, évidemment, ça, c'est une approche plutôt one by one. Donc, après, si tu as un Mm. lover qui dit, bah, moi, ton deck, il est comme ça, je le balance à 500 personnes et après, on voit ce qui mord. Bon, c'est difficile. Mais en tout cas, dans les premiers pitchs, lorsque tu discutes avec la personne, bah, je pense qu'il faut orienter ton discours en fonction de la sensibilité d'une Marie, d'une Florence ou d'un Mine. Voilà, enfin, je veux dire, et ça, c'est le premier, enfin, le meilleur conseil que je peux, en tout cas, moi, donner sur mon expérience. C'est super. Tant que tu as la parole, Mine, Florence et Marie ont aussi dit qu'elles étaient sensibles au fait qu'il y a un deck light et un deck plus costaud qui va plus dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres vraiment pièces à préparer qu'il faut avoir sous la main et que bah, si tu le demandes, bah, tu apprécies que ce soit anticipé, que ce soit préparé? Alors, moi, ce que je demande parfois, c'est une démo du produit, parce que le deck, souvent, ils te disent, voilà ce qu'on peut faire, etc. Mais quand Mm. tu vois une démo, souvent, les gens ne sont pas forcément prêts à faire la démo en pitch. Donc, voilà, donc on demande une démo. Voilà, c'est un autre point sur lequel je peux contribuer. Mais il y a sûrement d'autres choses, hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Florence, Marie, sur des pièces en plus que vous avez besoin un peu sous la main qui sont intéressantes pour vous? Ouais, bah en effet, des mots cruciales, Mm. surtout quand le projet est encore jeune et qu'on n'a pas suffisamment de traction commerciale pour pouvoir se dire, OK, c'est certain que le produit est bon, parce qu'il y a de la récurrence, parce qu'il y a de l'achat, etc. Donc des mots, bien sûr. Après, euh, moi, je demande souvent, par exemple, l'état du pipe, et je trouve ça plus rassurant quand le fondateur, en appuyant sur un bouton dans son CRM ou parce qu'il le suit sur un Excel, l'a déjà à dispo, parce que bah, ça montre qu'il gère aussi bien sa boîte, son pipeline Mm. commercial, etc. Et quand, pour le coup, je dois attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour l'avoir, je me dis, bah, tiens, c'est marrant comment il suit son pipe. Donc, ouais, ça, souvent, c'est quelque chose qu'on demande assez tôt. Puis après, évidemment, le business plan Excel, mais bon, c'est un peu une évidence. Mais c'est bien de l'avoir déjà prêt, quoi. Florence, Je vous rejoins et moi, enfin, à la fois c'est une évidence le business plan et à la fois effectivement on a des gens, on leur dit un business plan puis il leur faut 1 mois, 2 mois pour nous produire un business plan. Donc pareil, on se dit bon bah le projet est pas mûr quoi. mm. Et surtout moi le business plan, je suis étonnée de voir le nombre de projets où on m'envoie un PDF ou un tableau Excel où les chiffres sont en dur, tout est en dur. Donc bah
moi, je sais rien faire avec ça. En fait, moi, le business plan, j'ai besoin de pouvoir. Et puis aussi sur la durée, on m'envoie un business plan sur 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir une projection. On est un investisseur moyen terme, long terme. Donc, j'ai besoin d'avoir un BP sur les 5 prochaines années. Et j'ai besoin d'avoir un BP qui soit construit et détaillé avec des hypothèses que je puisse challenger. Et donc, qu'il y ait des liens entre les différentes hypothèses, pouvoir challenger le chiffre d'affaires, pouvoir challenger les charges. Si le chiffre d'affaires diminue, potentiellement la masse salariale, elle est moins importante parce que et ça, il faut que le modèle soit construit de façon à pouvoir justement modéliser ça. Pareil, chiffre d'affaires moins important, du coup peut-être que j'ai moins de subventions, il faut que tout ça soit un peu lié, quoi. Donc moi, je trouve que souvent, il y a un manque de travail sur c'est ça qui nous pose le plus de problèmes dans l'analyse d'un dossier, c'est vraiment d'atterrir sur un business plan. Et pareil, il faut que le business plan soit vraiment réaliste parce que de toute façon, si vous mettez un business plan avec des chiffres, comme tu disais, Mine, où la croissance, elle est vraiment dingue, voilà, nous, on ne va pas y croire, il va falloir le refaire. Donc, ça n'a pas un intérêt fou de mettre des choses complètement délirantes. Il faut que ce soit vraiment basé sur des hypothèses et un principe de réalité, quoi. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans la construction finalement d'un deal et dans l'intégration de son investisseur à son board pour un peu parler du moment où là, ça y est, vous avez avancé dans le deal, dans la due diligence avec le projet. Je sais pas, il y a peut-être une LOI, il y a peut-être, enfin, vous commencez à définir un peu précisément le projet. Comment ça se passe, Florence, au niveau de la confidentialité, pardon, vous avez dit que vous appréciez pas avoir le logo sur les decks, enfin avoir apparaître votre logo alors que vous étiez juste en train de discuter. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la confidentialité qui sont importants au moment où on est en train de vraiment de construire le deal, quoi? Bon, nous, souvent, c'est les boîtes, et on trouve ça légitime, qui nous demandent de signer un NDA. On a un NDA assez particulier à la caisse, donc voilà, ça, on n'a pas de difficulté, hein, on fait très attention à ça. Et puis, d'avoir des murailles de Chine par rapport à d'autres deals ou d'autres équipes. Donc, ça, nous, par rapport à nous, il n'y a pas forcément de enfin, les sujets qu'on traite dans l'impact social, il n'y a pas forcément, on n'a pas besoin de se dire, ah, bah, c'est confidentiel que la caisse regarde ça. Donc non, moi j'ai pas de sujet particulier par rapport à ça. C'est plus pour protéger des fondateurs par rapport Alors j'ai des fondateurs qui m'envoient des liens pour visionner des decks, mais que je peux pas télécharger sur mon réseau ou sur mon U. Ça, c'est pas pratique pour nous parce que, enfin voilà, et donc je comprends quand ça sort en termes, mais voilà, faites-nous signer un NDA, on va pas aller réutiliser votre deck, on en voit tellement passer des decks, 500 par an, enfin. Donc c'est pas pratique de pas pouvoir télécharger un deck sur un U. Pourquoi? Parce que on est souvent en binôme pour analyser un deck et donc que le binôme puisse aller chercher les éléments et que j'ai déjà, enfin voilà, plutôt que d'aller retrier dans des mails, quand on reçoit 100 mails par jour, aller retrouver le mail d'il y a 4 jours où était le lien sur le deck. Voilà, c'est pas. Je comprends que ça soit une histoire de confidentialité pour les boîtes. Voilà, je pense que quand vous bossez avec la Caisse des dépôts, a priori, on est vigilant quand même. Donc il faut pas vous envoyer un DocSend. Enfin, un truc où je puisse le télécharger ensuite, quoi. Je comprends. Mine, tu m'avais soufflé une question pendant qu'on préparait cette intervention ensemble qui était, il y a les types de clauses ou de conditions sur un term sheet qui sont parfois un peu oubliés, un peu sous-estimés dans leur importance. Alors là, tu dis la boîte a passé mon comité d'investissement et je peux investir. Donc j'envoie une LOI ou plutôt une term sheet, c'est ça? Je me souviens plus de cette question, mais je pense que dans une term sheet, tu as différents groupes de clauses à discuter. Je pense que le premier, c'est bon, le deal en question, la valo, etc. Donc souvent, ça, c'est ce que les gens regardent, etc., etc. Après, tu as les clauses de gouvernance. Donc, c'est, tu vois, qui a le droit de décider quoi que ce soit, etc., etc., blablabla. Et puis après, tu as les clauses de sortie qui sont assez classiques, si tu vois. Et donc, ça, c'est un pack assez classique. Ce que je pense que les VC regardent le plus, ou vous devez regarder le plus, c'est les clauses de liquidation préférentielle. Donc, en fait, c'est la clause où l'investisseur peut prendre soit ce qu'il a mis plus le prorata
de sa partie. Donc en fait, les gens, quand les investisseurs investissent, ils regardent le retour sur investissement et les startups, elles, regardent le pouvoir qu'elle a sur la table des actionnaires. Donc eux, ils veulent être majoritaires, blablabla, etc., etc., etc. Et il y a très peu de gens qui font des calculs de la liquidation curve, c'est-à-dire si la boîte se vend à un certain moment, combien les gens vont vraiment récupérer. Donc les clauses de waterfall, etc., etc., ou la liquidation le préférentiel, elle peut jouer pas mal. Donc si vous voulez, on pourrait dans un exemple de liquidation préférentielle, mais je sais pas le but peut-être de l'audience, mais ce sont, moi je pense que des clauses à regarder. Côté startup. Ouais, et peut-être pour abonder sur ce point-là, je pense que si on fait encore un pas en arrière, euh, avant de vous lancer dans une levée de fonds, et parfois j'ai l'impression que ça manque un peu, posez-vous vraiment bien la question de... parce qu'une levée de fonds, c'est pas juste je vais avoir de l'argent et c'est cool, je vais pouvoir investir. Ça, en effet, c'est l'upside et potentiellement je vais pouvoir être accompagné. Mais nous, je trouve qu'il y a trop peu de fondateurs qui nous posent la question de nous, quel est notre objectif en tant que fonds? Alors que finalement, c'est un mariage, donc ça doit aller dans les deux sens, et pas juste le fonds qui fait sa due deal, etc., qui coche les cases, qui demande des infos, mais c'est plutôt aussi l'entrepreneur qui doit se dire, est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne-là rentre dans mon capital pour les 5, 6, 7 prochaines années, ou parfois plus, et parfois moins. Donc déjà se dire, est-ce que moi, ça me va de lever des fonds parce que une levée de fonds implique le fait que forcément, les investisseurs vont vous mettre une forme de clause de liquidité qui peut en plus être parfois préférentielle pour les investisseurs. Donc c'est deux choses différentes, mais donc ça a des implications sur la trajectoire de boîte que je vais avoir. Euh, En tant qu'entrepreneur, où je serai et qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, voire même un peu plus tôt d'ailleurs dans 5, 6, 7 ans. Est-ce que moi j'ai vraiment envie de revendre ma boîte, un corporate? Est-ce que l'idée d'une IPO m'excite, oui ou non? Ou en fait j'ai envie plutôt d'avoir une trajectoire de PME, être pépère et être encore le patron de la boîte dans 20 ans. Mais dans ce cas-là, peut-être que la levée de fonds n'est pas forcément le meilleur format. Et toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont quand même assez fondamentales, même sur la vie des entrepreneurs qui portent leurs projets, et qu'il faut vraiment se poser de façon, je pense, hyper sérieuse. Et donc ça, c'est le premier bloc, c'est dire, est-ce que j'ai envie de ça, et est-ce que la levée de fonds est compatible avec l'idée que je me fais de ma vie en tant qu'entrepreneur? La deuxième question, c'est ensuite, est-ce que mon projet et le marché sur lequel j'évolue est compatible avec une levée de fonds, avec un investisseur qui va avoir quand même des attentes de TRI, alors peut-être dans l'impact un peu moindre que dans l'investissement classique, mais qui reste quand même des attentes de TRI. Quand on parle de 6% de TRI, ça paraît rien, mais pour faire 6% en 5 ans, bah, ça veut dire quand même de faire un beau multiple à la sortie, etc. Et donc potentiellement d'avoir une croissance qui n'est pas une croissance qui est naturelle, organique, des croissances que peuvent avoir des PME classiques. Est-ce que mon marché est adapté pour ça? Est-ce que mon marché est assez mûr? Dans l'impact, on a souvent des marchés d'évangélisation, de pédagogie, etc., où ça prend plus de temps. Donc, est-ce qu'en fait, je ne me mets pas dans une seringue que je vais pas pouvoir assumer? Euh, et donc, ça, cette question-là, pareil, il faut se la poser et se dire, moi, j'ai une boîte servicielle, je ne changerai pas d'échelle de façon exponentielle. Mon marché est lent, je dois l'éduquer. Bah, est-ce qu'en fait, aller lever avec des VC, c'est pas le meilleur scénario pour que tout le monde ressorte perdant à la fin? C'est une vraie question à se poser. Et ensuite, une fois que la réponse à toutes ces questions est en fait, oui, j'ai quand même vraiment envie d'y aller, passez du temps surtout à vous éduquer finalement sur ce qu'est la levée de fonds. Parce qu'en effet, bah, la levée de fonds, ça implique un pacte d'actionnaires avec des clauses qui paraissent parfois super violentes pour les entrepreneurs parce qu'ils s'y sont pas préparés. Mais donc, ça veut dire lisez la term sheet du Galion où ils expliquent de façon hyper pédagogique le pourquoi de toutes les clauses, qu'est-ce qui est une clause qui est plutôt équilibrée, qu'est-ce qui l'est pas, etc. Parce qu'en fait, vous allez avoir toutes les discussions avec les fonds. Donc là, ça sera plutôt des discussions business, etc. Vous serez à l'aise et ça sera le moment lune de miel avec les fonds. Puis vient le moment de la discussion, à la négo juridique où on parle de valo. Souvent, les entrepreneurs le vivent pas hyper bien
parce qu'ils ont l'impression que c'est perso et qu'on leur dit, quand on leur dit ta boîte, on pense qu'elle vaut tant aujourd'hui. Ils ont l'impression qu'on leur dit, toi, tu vaux tant et ton travail vaut tant, alors que c'est pas du tout ça. Et ensuite, toutes les clauses où on se dit, mais attends, en fait, le fonds, là, est-ce qu'il prend vraiment des risques? Il met une clause de liquidation préférentielle. Donc, dans beaucoup de cas de figure, moi, je me retrouve avec quasi rien ou le nominal et le fonds, il peut s'en sortir sans perdre de l'argent, etc. Mais tout ça, en fait, c'est quand même hyper market practice. Et donc, ça vaut le coup d'y être vraiment préparé et que toutes ces réflexions-là, en fait, l'entrepreneur l'ait eu au moment où il décide de partir en levée de fonds ou pas. Et pas au moment où, en fait, il a déjà passé 3 mois, 4 mois à faire la danse du ventre à des fonds et de le découvrir après. Potentiellement, tu n'as plus beaucoup de trésorerie dans les caisses. Tu as passé beaucoup de temps à discuter avec les fondateurs. Tu te dis, bon, ouais, avec les fonds, donc j'ai déjà donné tout ça. Est-ce que je vais reculer maintenant? Alors peut-être qu'en fait, ce n'était pas exactement ce que j'aurais voulu, ce que j'avais imaginé, etc. Donc vraiment, éduquez-vous sur ce que c'est qu'une levée de fonds et toutes les conséquences que ça a. En plus du fait que ça vous permet d'investir dans votre projet et d'aller plus vite, ce qui est top. Mais voilà, il y a aussi plein de compromis que ça amène à faire. Et parmi ces compromis, c'est après éventuellement avoir enfin, c'est souvent, la plupart du temps, avoir son investisseur au board. Comment après on gère correctement cette relation une fois que voilà, la levée a été faite, les cabis ont été changés et il y a un board qui se met en place. Marie, si tu veux continuer à... Ouais. Sur le board, c'est important que l'entrepreneur il réfléchisse bien à comment il veut structurer son board, quel type de compétences on doit avoir. Il y a un truc qui, même moi, je trouve ça un peu déconnant, mais l'investisseur se dit à partir du moment où j'ai mis de l'argent, je mérite d'être à la gouvernance, quel que soit ton niveau de compétence, ton niveau d'expérience, ton niveau de pertinence sur les sujets. Et donc ça, forcément, ça se discute au moment où tu es en phase de négo. Donc l'entrepreneur, il a tendance à dire un peu oui, oui à tout. Mais je pense que ça vaut le coup de quand même bien réfléchir à c'est quoi le bon équilibre d'un board, combien on est côté entrepreneur, combien on est côté investisseur, est-ce que j'ai tous les niveaux d'expérience et des gens qui peuvent m'apporter de la valeur. Et donc ça, c'est aussi à l'entrepreneur d'être force de proposition là-dessus et pas se dire, bon, ils ont investi, je leur laisse un board seat et c'est pas grave si j'ai 8 investisseurs face à moi tout seul et des gens qui en plus n'ont pas forcément d'expérience qui peuvent m'apporter des choses. Donc ça, soyez force de proposition et n'hésitez pas à dire. Et puis bon, après, c'est la négo, hein, donc on verra comment ça atterrit, mais il n'y a rien qui est une fatalité, il n'y a rien qui est une obligation. Donc déjà, ça, au moment des discussions, il faut être force de proposition là-dessus. Et ensuite, une fois que le board est mis en place, ça, c'est... Je pense qu'il faut avoir une discussion assez rapidement avec les fonds pour comprendre ce que eux attendent du board. Et l'entrepreneur doit aussi exprimer ce que lui, il attend. Mais a priori, ça ne doit pas être une caisse d'enregistrement du reporting. Ça doit être un moment qui, certes, prend un peu de temps à préparer, mais qui apporte de la valeur. Et donc, ça veut dire potentiellement avoir les chiffres qui sont nécessaires pour réfléchir à la stratégie. Mais le comité stratégique, le board, ça doit être avant tout un moment où on réfléchit à la stratégie tous ensemble, quoi. Et pas un moment où je rapporte à mes investisseurs ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. Même si cette partie-là est souvent nécessaire pour derrière prendre les bonnes décisions, mais c'est pas la fin en soi, quoi. Et puis voilà, et puis après, il faut aussi pas sous-estimer le temps que ça prend. Un des rôles du CEO, à partir du moment où il lève une certaine somme d'argent, etc., auprès d'investisseurs, une partie de sa fiche de mission, quelque part, ça devient aussi la gestion de la relation avec les investisseurs. Parce que ça devient des associés qui ont aussi voix au chapitre en termes de gouvernance, voix au chapitre en termes de prise de décision stratégique, etc. Donc voilà, ça, il faut s'y préparer. Et au moment de la négo, il faut vraiment se dire, bon, est-ce que autour de moi, il y a vraiment les bonnes personnes pour m'aider à prendre certaines décisions stratégiques, voire avoir vraiment... souvent les fonds sont dans la majorité qualifiée. Donc, est-ce que moi, je me sens que ces gens-là décident avec moi sur le futur de ma boîte, quoi. Merci beaucoup, Marie. Florence, je vous ai vu acquiescer plusieurs fois. Vous partagez le Moi, point je de vue de partage Marie. vraiment Comment ça se passe un bon board, quoi? Oui, moi, je partage la vision. Enfin, moi, je rejoindrais aussi, je partage certains éléments, d'autres un peu moins, et je rejoindrais ce qu'avait dit Mine en disant attention à quel fonds vous vous adressez, en fait, parce que voilà, typiquement, nous,
à la Banque des Territoires, et c'est un élément que j'ai annoncé dans ma présentation. C'est important pour nous. On est un partenaire à la fois financier et à la fois vraiment de l'impact. Et donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir avoir un rôle actif au sein de la gouvernance pour s'assurer justement de l'orientation impact de la boîte. Donc voilà, donc pour nous, c'est pas juste parce qu'on met de l'argent qu'on a envie d'être au board, c'est vraiment parce qu'on a cette volonté d'accompagnement dans l'impact. Et je rejoins par contre du coup Marie sur le fait que voilà, c'est un vrai partenariat, pas que financier. Et du coup, les gens avec lesquels on discute, être à l'aise de se dire, bah voilà, c'est vraiment des gens avec qui que j'ai envie d'embarquer dans ma barque et qui seront là pour effectivement pouvoir m'aider sur des décisions stratégiques et voilà, et vraiment voir les investisseurs comme des partenaires et pas comme des contrôleurs ou des voilà, ce que tu disais sur les reporting, Marie, c'est effectivement c'est un indispensable, mais c'est un prérequis, mais c'est pas une fin en soi. Donc je rejoins tout à fait ça. Et souvent, malheureusement, ça m'arrive de voir, de dire, mais on a l'impression que les fondateurs, dans une relation sur la durée où ils ne voient pas les actionnaires comme des partenaires, mais plus comme effectivement vraiment on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues de personne. En fait, on est là pour faire avancer la boîte dans la mer. Donc parfois, il peut y avoir des difficultés conjoncturelles, il peut y avoir des sujets managériaux, il peut y avoir comment est-ce qu'on en discute sereinement, vraiment en ayant en tête qu'on est tous ensemble dans la même barque, orientés dans la même direction a priori. Merci beaucoup, Florence. Mine, tu veux réagir, tu veux compléter, et moi je complète aussi la question. Est-ce qu'il y a des indicateurs financiers que toi, voilà, tu suis de près après une levée de fonds? Ouais, je peux te partager ce que je fais. Je suis au bord je sais pas, une quinzaine de lignes. Aujourd'hui, la première chose que je regarde, c'est avec le CEO, c'est quel type de CEO c'est. Donc, c'est un CEO plutôt vendeur ou plutôt produit. Souvent, c'est des CEO produits qui ont créé un produit. Et donc, ils ont peut-être du mal à faire de la commercialisation. Et je regarde un peu quand est-ce qu'est le cash flow de toutes les boîtes, là. Voilà, est-ce que c'est en 18 mois, 12 mois, etc., etc. Et donc le CEO, son job, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de cash flow. Et en fait, il y a deux façons de faire rentrer du cash. Soit c'est par les clients, soit c'est par des levées. Donc si c'est un CEO qui est plutôt produit, il va peut-être pouvoir faire une nouvelle levée. Donc c'est mon job de m'assurer que la levée va se faire avec d'autres investisseurs sur une equity story, etc., etc. Donc je suis plutôt, j'aide le lever, ou je suis lever moi-même, ou je l'aide à trouver des fonds, et je réinvestis. Ou alors, si le gars préfère de l'argent des clients, ce qui est ma préférence, ouais, je l'aide à trouver des clients, etc., etc. Et souvent, on a l'un ou l'autre, on a généralement les deux. Et donc, c'est ce que je regarde. La troisième chose que je regarde de plus en plus, c'est dans chaque boîte, comme on fait de l'impact, c'est quelles sont les mesures d'impact qui doivent être mises en place. Et dans les mesures d'impact, il y a trois catégories: la réduction de l'impact négatif, le partage du pouvoir, et troisièmement, les impacts positifs. Dans les impacts négatifs, bah, souvent, il fait un bilan carbone, tu vois, un truc, voilà, c'est assez facile à faire, il prend une prestation, etc. Après, je regarde le partage du pouvoir, est-ce qu'il décide en bord, la mixité, la diversité, comment il gère tout ça, la politique de rémunération. Mais là où j'ai le plus de problèmes, c'est l'impact positif. Il y a très peu de gens qui mesurent l'impact positif via leurs produits ou via ce qu'ils veulent faire. Et donc, il y a très peu de mesures. Et là, ça pose un problème parce que bon, j'ai investi dans l'impact social. Donc, j'aimerais savoir, par exemple, un truc comme mon idiot, combien de vies il touche, combien de vies il sauve, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je suis dans l'impact, je suis sous ta mission. Ils ont très peu de mesures d'impact. Souvent, tu vois, mal structuré. Et donc, un de mes jobs aussi, c'est de mettre en place la mesure d'impact. Donc, ça, c'est mes trois un peu rôles, donc cash, revenus et impact measurement. Merci beaucoup, Mine. Je fais une petite parenthèse sur un programme dont Silver Valley s'occupe pour BPI et la région sur, pareil, l'évaluation des bénéfices objectifs d'une solution, les moyens financiers j'ai un programme dédié au bien vieillir pour justement financer ces parties un peu évaluation, expérimentation crédible et sérieuse des bénéfices d'une solution. Je vous propose qu'on passe aux questions. Si parmi vous qui nous écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat afin que nos trois
prestigieux intervenants puissent y répondre. En attendant que les questions viennent, On peut-être je a voulais la rajouter pression un sur les truc, Florence. prestigieux. Bah On a, oui. on a la pression. Et si vous voulez compléter, Marie, Mine et Florence sur des points qu'on a évoqués, n'hésitez pas parce qu'on a Bah, sans il y a doute un pas tout sujet dit. il y a un sujet qu'on a effectivement pas beaucoup abordé, enfin que Mine du coup a abordé effectivement dans le sujet de la gouvernance, mais c'est aussi un sujet au moment de l'analyse et avant de prendre la décision, c'est effectivement avoir un plan de trésorerie. Et ça, pareil, on voit que souvent on a du mal à avoir ce plan de trésorerie à la fois passé et à la fois futur. Et un plan de financement aussi correspondant au BP. Donc, on a une stratégie financière, une stratégie pardon, de développement du projet, du produit. Et comment ça se traduit dans le plan de financement, quel est le besoin financier, à quoi va être allouée la levée de fonds, quoi. Et ça, pareil, on voit que parfois, il y a des boîtes qui ont du mal à définir concrètement. Et ça, c'est un peu bloquant dans la due deal et dans l'avancée du projet, parce que si on dit, OK, vous voulez lever 5 millions, mais ils vont servir à quoi ces 5 millions? Et si le fondateur, il ne sait pas exactement, c'est pas simple. Vous voulez compléter, Mine, Marie? On n'a pas encore de questions. En phase. Il y a des remerciements, mais... Allez, une question de Philippe, je crois. Les carottes sauvages. Ah, pardon, pourquoi je ne l'ai pas Comment vu? fait-on pour convaincre des investisseurs quand on est encore petit en termes de CA? Ça rejoint un peu enfin, ce que disait Mine tout à l'heure. Chaque fonds a sa thèse. Et donc, par exemple, Florence, dans sa thèse, il est dit qu'ils n'investissent pas dans des projets qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, il faut voir déjà les fonds d'investissement qui ont la capacité, parce que ça fait partie de leur thèse, de soutenir des projets qui sont encore très, très jeunes, commercialement en tout cas. Donc, concentrer ses efforts sur ces fonds-là qui ont la capacité de faire ça. Et puis ensuite, en fait, moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, on a souvent la question de mais à partir de combien d'euros de chiffre d'affaires on est éligible? Et ça, c'est assez difficile à dire parce que nous, ce qu'on va aller regarder, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une traction commerciale qui est suffisante, mais qui veut un peu tout et rien dire, mais en gros, on veut que les courbes soient positives, en croissance. Et est-ce qu'on sent que le chiffre d'affaires qui est fait à date est le reflet du fait que le marché est réceptif vis-à-vis de la proposition de valeur de la start-up? Donc ça, sur des boîtes qui vont, par exemple, je ne sais pas, vendre des abonnements en B2C, en freemium, avec un abonnement, je ne sais pas, de 5 euros par mois, 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce sera déjà une super preuve du fait qu'il y a de l'appétit, il y a de l'envie, que des gens sont prêts à acheter, et que donc le produit est probablement de bonne qualité, etc. Mais sur un projet qui, je ne sais pas, vend des grands projets pour des industriels ou des corporates, etc., et que le panier moyen est de 10 000 euros, si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que tu as convaincu un client, quoi. Donc, c'est plutôt de se dire, si on est petit en termes de chiffre d'affaires, quelque part, ça va un peu tout et rien dire en fonction de la nature de l'activité. Ce qu'il faut être en mesure de montrer, c'est que on est sur une trend positive et que on a quand même réussi à convaincre plusieurs clients de nature différente d'acheter son produit, son service parce qu'il est bien, parce qu'il répond à un besoin. Enfin, voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais On regarde la dérivée du chiffre d'affaires plutôt que le chiffre d'affaires en tant que tel, quoi. ouais, exactement. En fait, et puis de toute façon, on achète du potentiel, hein. Donc, nous, on investit, on se dit, est-ce qu'il y a du potentiel ou pas? Après, voilà, si c'est petit en termes de chiffre d'affaires et qu'en face, on a un fonds qui, de toute façon, n'investira pas avant le premier million d'euros de chiffre d'affaires, enfin, ça sert à rien d'insister. Oui, alors moi je nuance parce que ça c'est notre thèse et puis on a déjà investi dans des boîtes qui faisaient moins parce qu'elles avaient potentiellement déjà sécurisé une grosse partie d'un chiffre d'affaires. Voilà, donc on se disait, ok, cette année ils ont fait 200 000 euros, mais on sait que l'année prochaine ils sont sécurisés 600 000 euros. Et on sait, comme tu dis, on regarde le trend et on se dit, on est confiant qu'en année 3, il y aura le million. Donc ça, on peut faire.
Et nous, on aime aussi bien, c'est-à-dire que si vous ne faites pas encore 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais voilà, vous êtes à 500 600 000 euros, on aime déjà bien en fait rencontrer les porteurs de projets et voir aussi et les suivre en fait dans l'évolution et justement se dire pour l'instant c'est un peu tôt, mais d'ici 6 mois ou 1 an, il y a de fortes chances que vous soyez peu ou prou proche de ce 1 million d'euros et du coup c'est déjà bien de commencer à s'intéresser au projet, aux produits et voir justement l'évolution. On a d'autres questions qui sont arrivées. Je lis, je lis dans le sens, et je vous laisse choisir qui y répond. Où trouver des investisseurs dans la santé digitale? Y a-t-il des événements particuliers pour cela? Hum, bah, moi, je sais que je vais régulièrement chez Medicine où ils organisent, bon, c'est très francilien, hein, donc tout dépend d'où vous êtes basé, mais pôle de compétitivité dans la santé où ils présentent un parterre d'investisseurs dans la santé digitale, des projets qui sont en train de préparer leur levée de fonds. Après, pareil, la plupart des fonds qui investissent dans la santé digitale sont très connectés avec tous les incubateurs de santé digitale, hein. Donc, que ce soit TechCare, bon, je ne sais pas si c'est trop la tribune pour faire la pub pour d'autres d'autres incubateurs en santé, mais voilà, il n'y en a pas 1 milliard non plus. Donc, j'imagine qu'il existe des mappings aussi. Je crois, je suis même certaine. Oui, oui, Il il y existe a, des il y très a un bons mapping. mappings, oui. Ouais, il y a un mapping d'un fonds concurrent qui s'appelle Carista, qui a fait un mapping de tous les fonds en santé digitale, hein, du plus petit au plus grand, partout en Europe. Il y a, je crois que sur ce mapping, je pense une centaine de fonds. Voilà. Sinon, des événements, il y a Future for Care, qui est l'accélérateur santé digitale. La BPI a aussi un fonds en santé digitale. Voilà, donc dans cet écosystème-là, vous avez touché principalement enfin, voilà, à des acteurs de référence. Nous, on a une équipe à la caisse là à côté de nous qui est vraiment dédiée à la santé. Alors, je sais pas comment ils abordent le sujet du digital, mais eux sauront. Donc voilà. Après, le point d'entrée à nous à la caisse, c'est souvent un peu compliqué de l'extérieur. Donc ça peut être tout à fait moi qui transvase à la bonne équipe, hein. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'outils. Vous tapez santé digitale, vous avez toutes les boîtes dans santé digitale dans n'importe quel pays. Et après, vous connaissez leurs investisseurs et là, vous les trouvez rapidement. Ou c'est l'inverse, il y a des bases de données d'investisseurs et ils sont labellisés par catégorie. Et donc, en cherchant santé, voilà, on les trouve. Donc, c'est assez. Enfin, il y a des outils pour ça. Enfin, il y a des bases de données déjà pour ça. Merci. Alors, on a 3 questions encore. En cas de SaaS, donc Société Action Simplifiée en amorçage, outre le fonds, l'argent, l'entrepreneur a besoin d'accompagnement. Est-ce qu'on est sûr d'avoir un réel accompagnement et comment on s'en assure? Eh ben, on n'est jamais sûr de rien. Mais moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs que je rencontre, c'est nous, on fait des ref calls, donc inversement, n'hésitez pas à appeler les entrepreneurs chez qui on a investi pour un peu qu'ils vous racontent la réalité de ce qu'on peut leur apporter et vraiment de faire vos due deals sur les fonds aussi. Parce que c'est vrai que donc voilà, tout le monde parle d'accompagnement, etc. Euh, c'est pas l'argent qui nous différencie, les différents fonds, c'est notre capacité déjà à aller sur des sujets, enfin, notre thèse, etc. Mais ça va être aussi derrière ce qu'on apporte réellement aux entrepreneurs. Donc bon, tout le monde en parle, mais pour s'assurer que c'est vraiment le cas, il ne faut pas hésiter à aller demander aux entrepreneurs du portefeuille. Ça, c'est Moi, un bon Christophe, tips. c'est la question de Christophe, tu vois, des médocs. Du coup, tu poses 3 questions. Le premier, c'est dans combien de boîtes tu as investi qui sont dans le SaaS, hein, voilà. La deuxième, c'est parmi les boîtes dans lesquelles tu as investi, combien tu as fait d'exit, hein, tu vois, et tu sais plus ou moins le multiple s'il veut te le dire. Et parmi tes edits, qu'est-ce que tu faisais en tant que board member? Voilà. Si tu arrives à la troisième question et qu'il arrive à répondre aux 3 questions, ben, je pense que ta conviction peut monter et tu peux être sûr qu'il peut t'accompagner. Et s'il ne répond pas aux 3 questions, c'est que bon, bah, prends le chèque et voilà. Mm. Puis dans l'accompagnement, il y a aussi ça a plein de réalités différentes.
un accompagnement financier de comment j'ai la meilleure trajectoire, une meilleure equity story, etc. Les trajectoires financières, c'est une chose. Il y a des fonds qui, dans leur proposition de valeur, accompagnent aussi sur d'autres sujets. Nous, chez Investir avec Plus, comme nos investisseurs sont eux-mêmes des entrepreneurs et c'est eux aussi qui accompagnent beaucoup nos entrepreneurs, on a un accompagnement aussi qui se veut entrepreneurial sur les sujets spécifiques où on va, je sais pas, aider telle boîte à écrire sa nouvelle stratégie marketing avec quelqu'un qui a vraiment des compétences là-dedans, etc. Donc aussi, faut bien comprendre quelle est la proposition de valeur du fonds en question, quoi. Et derrière accompagnement, qu'est-ce qu'il met dedans? T'es en mute, Tito. Pardon, désolé. J'étais en train de dire que je vais me permettre de répondre à la question d'après moi-même sur est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus en croissance, parce que là, du coup, c'est un peu notre sujet à Silver Valley. Bon, en tout cas, déjà, sur votre exemple, alors c'est Gaspard qui a posé la question. L'accompagnement à la retraite, moi, c'est le dernier sujet sur lequel je me lancerai en ce moment parce que les caisses de retraite veulent réintégrer en interne et faire moins appel à des opérateurs pour ce type d'accompagnement. Donc, j'ai très peur que ce soit un sujet en contraction. Il y a énormément là, c'est difficile du coup, pour le reste de la question de donner une vision exhaustive de tous les marchés qui sont en croissance. Mais aujourd'hui, l'accès à des liquidités, notamment par la monétisation du patrimoine, c'est quand même un super gros sujet avec une tendance de fond, avec une moins grande intervention du service public, enfin en tout cas de l'action publique. Un autre sujet, c'est évidemment la prédiction, le prédictif, savoir anticiper les fragilités. Et notamment, je pense que on a un bon exemple chez Mutual Impact avec Aipoca qui est capable d'anticiper, alors là plus dans des situations d'urgence, mais l'hospitalisation, mais ça peut être anticiper on va dire, glissements, pathologies ou situations à risque sur des temps plus longs. Voilà, deux grands sujets, mais difficile d'être complètement exhaustif. Là, je vous donne les deux grands qui me paraissent importants, mais, euh, mais évidemment, il y en a d'autres. Et sur les domaines où Florence, Mine et Marie ont investi, le plus simple, c'est quand même d'aller voir le portfolio sur les sites internet de chacun pour s'en rendre compte. Ça vous donnera une vision exhaustive. Alors, question d'après, c'est dans le cas d'une solution de prévention, comment attendez-vous que la mesure d'impact positif soit faite? Avec quelle rigueur? Donc là, on donne des exemples, nombre de vies sauvées, amélioration de la qualité de vie, quantité de risques évités. Quels sont les éléments multifactoriels et donc complexes à évaluer avec rigueur? Mm. Je ne sais pas si vous allez pouvoir donner à nouveau une vision qui soit totalement binaire et exhaustive sur ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, ou alors ce qu'il faut absolument. Je vous laisse répondre. Ouais, bah, je pense que, en tout cas, nous, que ce soit côté Investir et Plus ou Mutuel Impact, on suit des indicateurs impact pendant toute la durée de notre investissement. Et puis, bah, on attend qu'il y ait déjà des premiers retours, des signaux positifs avant l'investissement. Enfin, ça fait partie de notre analyse. Mais quand on parle d'indicateurs impact, je pense qu'un puriste de la mesure d'impact nous dirait, bon, calmez-vous, c'est pas vraiment une mesure d'impact, parce que bah voilà, les théories d'impact veulent que, typiquement, je sais pas, si on prend l'exemple de LifeEase, qui développe des défibrillateurs cardiaques connectés, notamment pour le marché du B2C, bah, un des KPIs d'impact qu'on suit, et je mets des guillemets, ça va être le nombre de personnes équipées d'un défibrillateur. Mais ça, c'est pas vraiment, en fait, c'est une donnée d'activité qui nous permet d'appréhender un peu et d'avoir des intuitions sur l'impact potentiel. Mais si on voulait vraiment aller sur un indicateur d'impact vraiment au sens pur du terme, il faudrait se dire qui n'aurait pas eu accès à un défibrillateur sans LifeEase, et puis même quel est le nombre de vies véritablement sauvées grâce à LifeEase, etc. Souvent dans les projets encore jeunes et encore plus en prévention, comme c'est long shot quand même, et que l'idée c'est d'investir pour l'après, et parfois les bénéfices ne sont connus que plusieurs années après, c'est difficile de faire, donc on se contente d'avoir des données d'activité sur le nombre de personnes équipées, le nombre de personnes utilisateurs de la solution, etc.
Est-ce que cette solution, elle est distribuée de sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre parce que il y a un tiers payeur, elle est aussi adaptée à des gens qui vivent dans la ruralité, sont moins à l'aise avec le numérique, etc., quoi. Donc, il faut pas non plus essayer enfin, faut pas trop complexifier le sujet non plus, mais de se dire, voilà, qu'est-ce qui permet, moi, d'avoir des premières bonnes intuitions sur le fait que potentiellement ma solution, elle est utile. Moi, je pense que c'est vous, porteur de projet, qui êtes animé par un projet, une idée, qui est le plus à même de savoir, justement où est l'impact, et c'est ce que disait, Mine en disant parfois on reçoit des decks, et l'impact ou c'est toi Marie qui en parlait, et on se dit: «Bah OK», et marketing, de façon marketing, on dit: «Oui, c'est très impact» et cetera. Puis après dans le deck, il y a rien, qui vient parler de, bah, en fait, qu'est-ce que ça fait pour effectivement améliorer le quotidien des gens, sauver des vies, ou aller, chercher des personnes isolées, ou des personnes, en difficulté, financière, et cetera. Donc c'est vous qui êtes le plus à même. Après, comment le démontrer par A plus B? Ben, pareil, j'ai envie de dire que dans votre quotidien, de mise en œuvre de la solution, bah, qu'est-ce qui va permettre de montrer cet impact? Est-ce que ça va être des questionnaires? Est-ce que ça va être juste, des analyses de données? C'est difficile de répondre comme ça dépend à chaque solution, hein, mais en tout cas, c'est important que, la question, elle soit, clairement, enfin, on va le voir assez vite en fait, en échange avec les porteurs de projets. Si l'impact c'est juste marketing parce que c'est bien en ce moment et que ça le vend en poupe et qu'il y a plein de fonds à impact et que du coup ça permet d'aller chercher un peu plus de fonds, ou alors si c'est un vrai enjeu pour les fondateurs. Et donc si c'est un vrai enjeu, en général, vous avez réfléchi à effectivement comment le prouver quelque part, même si tout n'est pas structuré encore dans la mesure d'impact. Moi, je vais répondre à la question de Benoît, parce que la question, c'est comment on fait pour la mesure d'impact positif. Et les exemples, c'est plutôt des exemples de KPI. Donc, en fait, je vais remonter d'un niveau. Nous, on a pris le parti pris de prendre une méthodologie qui s'appelle Impact Management Project, IMP. C'est une norme qui est suivie par, je sais pas, 2000 praticiens dans le monde et qui donne une certaine méthodologie de la mesure de l'impact positif. Voilà, donc si tu fais une recherche, tu verras, il y a toute une méthodologie, c'est open source, c'est structuré sur comment, avec qui, combien, enfin voilà, il y a toute une méthodologie pensée, donc il faut juste l'appliquer. Et à partir du moment où tu l'appliques, tu as la méthodologie et il faut que tu récupères en amont les données. Donc tu récupères les données qui alimentent cette méthodologie et qui après te sort un dashboard et tu as après en data visualization soit le nombre de vies sauvées, soit l'amélioration de la vie collective, etc., etc. Et tu peux faire les mesures. Et c'est comme ça que nous, on arrive à forcer, enfin, on va forcer ou à mettre ça en place. Donc l'IMP, bon, si vous tapez Impact Management Project, voilà, donc c'est suivi par des grands, enfin, AXA IM par exemple, le suit sur son fonds de fonds d'impact social. Enfin voilà, il y en a d'autres qui le font aussi. Bon, après, c'en est une parmi d'autres, hein. Vous pouvez prendre une autre norme ou une autre méthodologie, mais c'est principalement un débat sur la bonne méthodologie. J'avais voulu le micro encore. On a une ultime question, c'est le temps d'investissement, enfin qui est autour du temps d'investissement. Donc, que pensez-vous de l'investissement dans la durée de l'économie des seniors, car il faut généralement du temps, plus peut-être que dans certains autres secteurs, pour faire accepter ces solutions? Est-ce que vous pouvez continuer à aller sur des durées plus longues d'investissement en fonction évidemment bah, justement de l'éducation d'un marché ou la structuration d'un marché? Je pense à la monétisation du patrimoine, pas typiquement, où là, on est vraiment sur des temps qui sont encore plus longs. Bah, je pense que tout dépend de l'approche, du sujet. Enfin, c'est quand même très large, hein. Quand on parle de Silver Eco, il y a plein de modèles différents sur des sujets différents, etc. Donc, mais donc, enfin, je pense que ça dépend. Après, une autre façon de répondre, c'est aussi nous, chez Investir et Plus, on est evergreen, donc on n'a pas de durée de vie limitée dans le temps. On peut se permettre de croire au capital patient et d'être un petit peu plus
patient et rester au capital des entreprises plus longtemps qu'un fonds plus classique. Mais par exemple, sur Mutual Impact, qui est un fonds institutionnel qui a levé des fonds avec des LP, on a une durée de vie limitée qui est classique. Et au bout de 5 ans, il faut considérer un exit. Donc, euh, voilà, en fait, et derrière, nous, on va aller chercher des modèles qui répondent à cette injonction côté Mutual Impact, ou en tout cas, c'est quelque chose auquel on sera vigilant de est-ce que c'est un projet qui s'inscrit dans un marché où il y aura un rythme suffisant pour qu'on puisse sortir au moment venu. Là où sur Investir Plus, on est un petit peu plus flexible. D'où l'intérêt, comme on disait, de bien choisir son investisseur aussi. Florence Mine, vous voulez réagir et c'était la dernière question éventuellement complétée. Chaque fonds a un règlement et donc souvent c'est 5 ans pour investir, 5 ans pour faire un exit. Ils ont le droit de faire une extension, je pense, de 1, 2 ans. Voilà, donc ça c'est la durée classique. Il y a des bons evergreen qui peuvent rester plus longtemps, des family office qui peuvent rester très très longtemps. Et il y a aussi des BA qui aussi c'est assez flexible. Donc en fait, ça dépend ce que ça veut dire une durée plus longue. Mais pour mettre un chiffre, moi je dirais 5 ans, c'est la durée ciblée pour qu'un fonds reste et part d'une exit potentielle à partir de 5 ans. Nous, à la Banque des Territoires, comme je disais, on investit les fonds propres de la CDC, donc on n'a pas de limite de temps et d'ailleurs, on investit en général entre 5 à 7 ans et on peut rester plus longtemps voilà, si le projet effectivement nécessite une durée d'accompagnement plus longue. D'accord. Du coup, la conclusion, il faut bien choisir son investisseur en fonction aussi de ce qu'on a envie de construire et de la nature de son projet. On a une autre question qui est arrivée. Le sujet de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil est-il un sujet qui intéresserait les investisseurs? C'est un sujet tabou et un peu l'équivalent de la logistique du dernier kilomètre. Oui. Pourquoi ce ne serait pas plutôt un sujet Ouais. sur le... Non, mais dans la Silver Valley, on a regardé des deals là-dessus. On a regardé Mm. des deals Happy End, je crois, qui Ouais. était là-dessus, sur la fin de vie. Mm. Nous, on a regardé aussi un business d'accompagnement fin de vie digital. Voilà, mais ouais, ça se regarde. Parce que je pense que les assureurs, les mutualistes, ils ont à cœur de regarder ça. Donc, tout ce qui est afterlife, c'est un sujet, ouais. Oui, il n'y a pas de, enfin, c'est pas forcément, enfin, le sujet du deuil dans la société est tabou, mais pas au niveau de l'investissement. Voilà, on peut effectivement tout à fait regarder. Très bien. On avait dit qu'on arrêterait avant midi, il est 11h53. Euh, Personne ne s'est déconnecté, donc ça veut dire que c'était passionnant. Merci Mine, merci Marie, merci beaucoup Florence également pour vos interventions précieuses, précises aussi, qui étaient à la fois techniques et pédagogiques. C'était super de vous avoir pour parler de ce sujet, très lié autour de l'impact, mais c'était super. Merci beaucoup. Merci à chacun. Très bonne journée. À bientôt. Bonne Au journée à revoir. tous. Salut!